Oui ou non? J'ai raison? Oui. Ah! Non, parce que moi je vois quand je vais au cinéma avec ma femme, bon, eh ben déjà on est mal assis, hein? D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre, les ondes électromagnétiques. Pour introduire cette vidéo, observons l'image suivante qui représente un arc-en-ciel. Et posons-nous la question suivante, pourquoi les couleurs marron ou rose ne sont-elles pas présentes dans l'arc-en-ciel? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord décrire la nature ondulatoire de la lumière. Ensuite, nous développerons le modèle de la trichromie. Et enfin, nous appliquerons ce modèle à la perception des couleurs. Quelle expérience peut-on faire pour simuler un arc-en-ciel? Donc on va prendre un prisme. En effet, si on éclaire un prisme avec un laser, la lumière issue du laser de couleur verte va être déviée. Maintenant, refaisons la même expérience avec une lampe incandescente. Donc celle-ci va émettre un rayon lumineux de couleur blanche. Et on observe qu'au passage dans le prisme, cette lumière blanche va être déviée, mais on va voir apparaître différentes couleurs. Qu'est-ce que cela met en évidence? En fait, ce qui se passe, c'est l'angle avec lequel le prisme dévie le rayon lumineux dépend de la couleur de celui-ci. Donc pour le laser vert, il y avait une seule couleur, donc un seul angle de déviation. Par contre, la lampe incandescente, elle, génère en fait un rayon de couleur blanche qui est constitué des différentes couleurs que vous voyez ici. Et en fonction des couleurs, l'angle de déviation va varier. C'est pour ça qu'on voit ici les différentes couleurs qui composent la lumière blanche. Donc, on peut en conclure quoi? Que le laser, lui, est constitué d'une lumière dite monochromatique avec une seule couleur, tandis que la lampe incandescente, elle, va générer différentes couleurs, et donc on va parler de lumière polychromatique. Quelle grandeur physique permet de différencier les couleurs? Il s'agit de la longueur d'onde. Nous avons déjà rencontré cette grandeur lorsque nous avons traité les ondes mécaniques. En effet, la lumière est aussi une onde qui va être caractérisée par cette même grandeur, la longueur d'onde. Vous pouvez apparaître ici le spectre de la lumière visible, où on voit les couleurs et leur correspondance avec la longueur d'onde ici exprimée en nanomètres. Je vous rappelle que la longueur d'onde, c'est une distance, c'est la distance que parcourt l'onde pendant une période. Et donc, si je prends l'exemple du laser de couleur verte, en fait, ce laser émet une onde électromagnétique de longueur d'onde de 532 nanomètres. Donc, on voit bien que ça correspond, d'après l'échelle ici, à la couleur verte. Pour faire simple, on retient que le domaine du visible a une longueur d'onde comprise entre 400 et 800 nanomètres. Donc, vous voyez, c'est pas rigoureusement les valeurs, puisque vous voyez, là, c'est à peu près un peu moins de 400. Et là, ça serait au-delà de 700. Et pour que ça soit rond et facilement mémorisé, on retient 400 et 800 nanomètres comme les valeurs extrêmes du domaine du visible. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière visible, c'est une toute petite partie du domaine des ondes électromagnétiques. Donc là, je vais vous faire apparaître le spectre total des ondes électromagnétiques. Donc ça commence par les rayons gamma, avec une toute petite longueur d'onde. Si on augmente la longueur d'onde, après on passe aux rayons X, puis aux UV. Voici le visible. Les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, quand on utilise le Wi-Fi, là, on utilise des ondes électromagnétiques dans le domaine des ondes radio. Si j'utilise une télécommande, la télécommande va communiquer avec un appareil à l'aide d'ondes infrarouges. Si vous faites une radio, là, on va utiliser des rayons X. Quelle est la principale différence entre les ondes électromagnétiques et les ondes mécaniques? On avait vu que les ondes mécaniques perturbaient le milieu matériel dans lequel elles se propageaient. Or ici, on va voir que les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin de milieu matériel pour se propager. En effet, lorsqu'une onde électromagnétique se propage, elle perturbe les champs électriques et magnétiques présents dans l'espace. Ces deux champs vont être liés entre eux. Voici une représentation de la propagation d'une onde électromagnétique. Vous voyez en rouge, là, ça c'est le champ électrique, et en bleu, le champ magnétique. Ces deux champs vont être perpendiculaires entre eux. Et leurs normes vont être liées entre elles. En fait, le champ électrique va être beaucoup plus grand que le champ magnétique. En effet, la norme du champ électrique E sera égale à C fois P, et C étant la célérité de la lumière dans le vide, vaut 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc la norme du champ électrique sera beaucoup plus grande que celle du champ magnétique. Et pour finir, je vous fais apparaître ici l'expression de la longueur d'onde d'une onde électromagnétique, qui est la même que pour une onde mécanique. C'est lambda égale C fois T égale C sur F, avec lambda en mètres, la vitesse de la lumière, donc 3 10 puissance 8 mètres par seconde, ou célérité, et la fréquence en Hertz. Comment notre cerveau perçoit-il les couleurs? Pour bien comprendre, je vous fais apparaître le schéma suivant. Donc là, vous avez un œil qui est représenté, avec au fond de l'œil ce qu'on appelle la rétine, qui est composée de capteurs. Et parmi ces capteurs, on a ce qu'on appelle les cônes qui vont percevoir les couleurs. Et on distingue trois types de cônes, les cônes A, B et C. Alors qu'est-ce qui les différencie?
En fait, selon la nature du cône, ils vont être plus ou moins sensibles à un domaine de longueur d'onde. Donc les cônes A, eux, vont être sensibles si la longueur d'onde est située autour de 450 nanomètres. Les cônes de type B vont être sensibles s'ils reçoivent de la lumière de longueur d'onde autour de 550 nanomètres et les cônes de type C autour de 575 nanomètres, on va dire. Alors ensuite, voilà ce qui se passe. Imaginons que notre œil reçoive de la lumière verte. Donc là, il y a uniquement les cônes B qui vont être activés. Notre cerveau va interpréter ça donc comme de la lumière verte. Si maintenant notre rétine et donc nos cônes reçoivent de la lumière verte et rouge, donc ces deux cônes vont être activés et notre cerveau va interpréter ça comme de la lumière jaune. Troisième situation, nos cônes reçoivent de la lumière de couleur bleue et rouge. Donc cette fois-ci, c'est les cônes A et C qui vont être activés et notre cerveau va interpréter ça comme de la lumière de couleur magenta. Et enfin, si les trois types de cônes sont activés avec de la lumière bleue, verte et rouge, notre cerveau va interpréter ça comme de la lumière blanche. On va utiliser le modèle de la trichromie pour interpréter notre vision des couleurs. Alors trichromie comme trois couleurs, et donc les couleurs c'est bleu, vert et rouge. Alors quel est le principe de ce modèle? Alors déjà, ayez en tête qu'un modèle, c'est une simplification de la réalité. Donc ce que l'on vient de voir jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle la lumière visible a une longueur d'onde comprise entre 400 et 800 nanomètres, et on va retrouver toutes les couleurs qu'il existe entre ces deux valeurs limites des longueurs d'onde. Mais nous, ce spectre-là, on va le simplifier avec uniquement trois couleurs correspondant aux trois types de cônes présents sur notre rétine. Donc le bleu, les cônes A, le vert, les cônes B, et le rouge, les cônes C. Donc là, je vais vous montrer la correspondance entre la réalité et le modèle à trichromie au niveau des lumières. Donc imaginons qu'on ait une lumière rouge. Donc là, dans la réalité, ça va correspondre à notre modèle à la couleur rouge. Ce sera pareil pour le vert et pareil pour le bleu. Donc là, on va parler de couleur primaire. Maintenant, imaginons qu'on ait une lumière de couleur jaune. Donc dans le modèle à trichromie, ça va correspondre à la présence de lumière verte et rouge. Si la lumière est de couleur cyan, là, ça va correspondre à la présence de lumière primaire bleue et verte. Et enfin, si la lumière est de couleur magenta, ça va correspondre à la présence de lumière bleue et rouge. Donc ces trois couleurs, on appelle ça les couleurs secondaires. Et enfin, si on a une lumière de couleur blanche, ça voudra dire que dans le modèle trichromie, on a les trois couleurs primaires bleu, vert et rouge qui sont présentes. Comment sont produites les images colorées d'un écran de télévision? En fait, si l'on zoome sur un point d'un écran de télévision, on va voir ce qu'on appelle un pixel. Un pixel, c'est le plus petit carré qui définit l'image d'un écran. Et ce pixel est divisé en trois sous-pixels de couleurs rouge, verte et bleue. Donc on retrouve nos trois couleurs primaires. Selon le niveau d'éclairage de ces sous-pixels, en rouge, vert et bleu, on va pouvoir générer toutes les couleurs possibles. Ce qui se passe, on a ici à faire ce qu'on appelle la synthèse additive. C'est-à-dire que si j'ai uniquement le sous-pixel rouge qui est éclairé, donc ça sera rouge. Si j'ai uniquement le sous-pixel vert qui est éclairé, ça sera vert. Si j'ai uniquement le sous-pixel bleu qui sera éclairé, le pixel sera de couleur bleue. Et maintenant, si on fait des combinaisons, c'est-à-dire si j'ai 100% du rouge et 100% du vert, j'aurai un pixel de couleur jaune. Si j'ai 100% du vert, 100% du bleu, j'aurai un pixel de couleur cyan, 100% du rouge, 100% du bleu, un pixel de couleur magenta. Et si les trois sous-pixels sont éclairés, ça sera blanc. Si les trois sous-pixels sont éteints, ça sera noir. Voilà le principe de ce qu'on appelle la synthèse additive. Que se passe-t-il lorsque la lumière éclaire un objet? Voici un schéma qui va nous résumer la situation. Donc tout d'abord, on va parler de lumière incidente, c'est la lumière qui va éclairer l'objet. Une part de cette lumière va être réfléchie. Alors, le principe de la réflexion, ça veut dire que les rayons réfléchis ont une direction privilégiée. C'est ce qui se passe lorsqu'on utilise un miroir. En fait, l'image formée par le miroir a une direction bien particulière. Ensuite, une autre partie va être diffusée. Alors diffuser, c'est le principe des objets opaques. Un objet opaque est vu par nos yeux parce qu'il va diffuser une partie de la lumière incidente. Et donc la différence, c'est que là, en fait, la lumière va être diffusée dans toutes les directions, tandis que là, c'est une direction qui est privilégiée. La lumière transmise. Donc là, par rapport à la lumière incidente, une autre partie va être absorbée par la matière et selon la nature du matériau, une partie va être transmise. Donc ça, c'est ce qui se passe lorsque l'on observe une solution colorée ou un filtre. Comment interpréter la couleur d'un objet avec le modèle de la trichromie? Alors on va prendre l'exemple d'une fraise éclairée par la lumière du soleil. La lumière du soleil, c'est une lumière blanche, donc on peut la modéliser par les trois couleurs primaires, donc rouge, vert et bleu. Ces trois couleurs vont arriver au niveau
de la fraise, le vert et le bleu vont être absorbés par la fraise et le rouge, lui, va être diffusé. Donc si notre œil capte cette lumière diffusée, donc les cônes A, donc les cônes correspondant au rouge vont être stimulés et notre cerveau va interpréter ceci comme quoi la fraise est rouge. Comment interpréter la couleur d'un objet avec le modèle de la trichromie lorsqu'il est éclairé avec une lumière de couleur quelconque? On va prendre cette fois-ci l'exemple d'une tomate qui paraît rouge lorsqu'elle est éclairée en lumière blanche. On va essayer d'interpréter ceci par le modèle de la trichromie. Donc pour ça, on va utiliser ici le cercle chromatique. Donc si la lumière est blanche, on peut la décomposer avec le modèle de la trichromie par 3 rayons, bleu, vert et rouge, les 3 couleurs primaires. Et donc lorsque ce rayonnement incident arrive sur la tomate, le rayonnement rouge va être diffusé et le rayonnement bleu et vert va être absorbé par la tomate. Maintenant, si la lumière incidente est produite par une source de lumière jaune, le jaune peut être décomposé en vert plus rouge, les 2 couleurs primaires. Donc on reprend ici la lumière incidente, arrive de la tomate, donc le rouge va être diffusé et le vert va être absorbé. Maintenant, si la source de lumière est magenta, donc on peut décomposer cette lumière incidente en bleu et rouge. Donc là pareil, le rouge va être diffusé et le bleu va être absorbé. Maintenant, si la source de lumière est uniquement verte, une couleur primaire, donc je fais apparaître ici le vert, et le vert, on l'a vu ici, a été absorbé. Donc l'appareil va être absorbé, donc rien ne va être diffusé et la tomate va sembler être noire. Maintenant, si je l'éclaire en lumière bleue, donc le bleu, comme on l'a vu ici, est aussi absorbé. Donc là, la tomate va absorber cette lumière incidente et rien ne va être diffusé, donc la tomate va nous sembler noire. En conclusion, on va revenir à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction, qui était la suivante: qu'est-ce qu'un arc-en-ciel? En fait, un arc-en-ciel, maintenant on peut répondre à cette question, résulte de la décomposition de la lumière blanche du soleil par les gouttes en suspension dans l'air. Vous vous rappelez qu'en laboratoire, on peut reproduire l'arc-en-ciel en utilisant un prisme et en l'éclairant en lumière blanche. Donc le soleil produit une lumière blanche et les gouttes d'eau jouent le rôle du prisme. Et les couleurs que l'on va apercevoir vont correspondre aux différentes longueurs d'onde qui constituent le spectre de la lumière visible. Vous vous rappelez, les longueurs d'onde varient entre 400 et 800 nanomètres, donc entre le violet et jusqu'au rouge ici. Alors pourquoi est-ce que les couleurs marron ou rose ne sont-elles pas présentes dans l'arc-en-ciel? En fait, ces couleurs ne correspondent pas à des couleurs des différentes longueurs d'onde qui composent le spectre de lumière visible. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les lumières et les objets n'ont pas de couleur. En fait, cette notion de couleur est propre à notre perception mentale qui va dépendre à la fois du fonctionnement de nos yeux et de l'interprétation qu'en fait notre cerveau. Donc en fait, toutes ces couleurs comme marron, rose résultent donc de la façon dont vont être activés nos cônes, comment à partir de ça le cerveau va recréer une couleur. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons, et je travaille en noir et blanc, moi, ici, hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs, hein. Sinon, ça va rendre fat, hein. Tu vois, ça, tu ne sais pas, parce que tu connais pas ça.